Nous les avons trouvés le 21 juin 2025. Les portes étaient sous l'eau. Ce n'était pas la découverte que nous recherchions. Notre équipe, composée de 4 personnes, moi-même, Corwin, notre chef Jonas, le technicien Elias et Ridley, le plongeur le plus expérimenté d'entre nous, effectuait une mission standard pour la société Yamatsumi Industries. La tâche était simple, cartographier en détail les fonds marins au large des côtes japonaises, après un violent séisme récent. La société souhaitait évaluer la stabilité des plaques tectoniques pour ces nouveaux câbles de communication sous-marins. Le travail était routinier, presque ennuyeux. Nous étions à bord du navire de recherche Tsikada et utilisions un submersible à 3 places, le port Triton 7, pour les plonger. Nous passions la plupart de notre temps les yeux rivés sur les écrans, observant le sonar dessiner lentement le relief du fond. Des rochers, des failles, des nuages de vase soulevés par les secousses. Rien d'inhabituel. Nous travaillions déjà depuis 3 semaines et la monotonie commençait à nous peser. Le jour où tout a changé a commencé comme tous les autres. Nous avons plongé à l'aube, descendant le Triton à une profondeur d'environ 800 mètres. Jonas pilotait l'appareil, je surveillais les systèmes de survie et assurais la navigation, tandis qu'Elias, comme d'habitude, était dérivé à l'écran principal du sonar. Ridley restait sur le Cicada, prêt à sortir en pleine mer si une intervention extérieure ou une inspection détaillée d'un objet s'avérait nécessaire. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Elias lisait monotonement les données, Jonas pilotait prudemment l'appareil le long de la nouvelle faille. Je vérifiais le niveau d'oxygène, la pression dans la cabine et la température à l'extérieur. Tous les indicateurs étaient normaux. L'eau était froide, environ 2 degrés Celsius. La visibilité était presque nulle, en dehors du faisceau de nos projecteurs. Puis, Elias se tut. Le silence dans l'espace confiné du Triton était toujours oppressant. Il signifiait soit une panne, soit quelque chose d'imprévu. Je tournai la tête. Elias était penché vers l'écran, le visage tendu. « Qu'y a-t-il » demanda Jonas, sans quitter le hublot des yeux. Un signal étrange, très net. La structure, artificielle, dit lentement Elias. Il agrandit l'image. Sur l'écran, parmi un enchevêtrement chaotique de pierres et de limons, une silhouette se dessina. Un arc parfaitement régulier et symétrique. Il se dressait verticalement au fond, comme une porte géante. Notre sonar était l'un des plus modernes. Il pouvait distinguer des débris de vaisseaux de la taille d'une main à 1 kilomètre de profondeur. Mais ce qu'il montrait maintenant ne cadrait avec rien. La géométrie était trop régulière pour être une formation naturelle, trop précise pour être le fait de civilisations connues. « Analyse le matériau », ordonna Jonas. Sa voix était calme, mais je perçus une note de tension. Elias lança le programme d'analyse spectrale. 1 minute plus tard, les données apparurent à l'écran. La densité était très élevée. Cela ressemble à du basalte, mais avec des impuretés, quelque chose d'inconnu. Des métaux qui ne figurent pas dans notre base de données. La structure n'est pas monolithique, mais composite. Qui que ce soit qui ait construit cela, ce n'est pas avec de la simple pierre. « Et à l'intérieur » demandai-je en scrutant l'ouverture sombre de l'arche sur l'écran. Elias secoua la tête. « Rien, je veux dire absolument rien. Le sonar ne capte aucun signal réfléchi provenant de l'ouverture. Comme s'il y avait le vide ou un trou noir. Le profondimètre indique une erreur. Inconnu. » Le mot « inconnu » resta suspendu dans l'air. Notre équipement n'avait jamais signalé d'erreur. Jamais. Il pouvait afficher des données erronées s'il était endommagé, mais tous les systèmes fonctionnaient normalement. Inconnu signifiait que l'appareil était confronté à des conditions que ses créateurs n'avaient pas pu prévoir. Jonas prit une décision. Rapprochons-nous. Inspection visuelle. Corwin,
préparez les caméras externes et contactez la cicada. Dites à Ridley de se préparer à plonger. Ne plongez pas sans ordre, mais restez en état d'alerte. » J'ai obéi. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude. La routine était terminée. Nous nous sommes lentement dirigés vers l'objet. Les projecteurs du Triton ont percé l'obscurité et, quelques minutes plus tard, nous les avons aperçus. Les portes. Elles étaient immenses, hautes de 50 mètres. La surface lisse et polie de la pierre noire semblait absorber la lumière. Elle se dressait sur une partie du fond marin qui n'avait pas été touchée par le tremblement de terre qui avait tout détruit autour. Un ordre surnaturel régnait autour d'elle. Le sol était parfaitement plat, comme si quelqu'un l'avait nettoyé. Nous avons approché le Triton de très près. Les faisceaux des projecteurs glissaient sur la surface et nous avons vu des gravures. Elles recouvraient donc les 2 piliers de l'arche depuis la base. Ce n'étaient ni des hiéroglyphes, ni des lettres. C'étaient des images, des silhouettes, grandes, avec des têtes disproportionnées et des membres fins. Elles se tenaient dans des postures étranges, et elles tenaient dans leurs mains quelque chose qui ressemblait avec une horreur évidente à des corps humains. De petites silhouettes sans défense dans les mains de ces créatures. Sur certaines images, ces êtres semblaient se passer des gens entre eux. Sur d'autres, ils les approchaient de sortes de sphères. La qualité de la gravure était incroyable. Chaque détail était net, malgré des millénaires passés sous l'eau. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» murmura Elias. Jonas restait silencieux. Il regardait la noirceur à l'intérieur de l'arche. Elle était absolue. Nos projecteurs, capables d'éclairer le fond sur une centaine de mètres, disparaissaient tout simplement dans cette obscurité. La lumière entrait, mais ne ressortait pas. L'eau à l'intérieur de l'ouverture semblait dense, huileuse, immobile, comme si ce n'était pas de l'eau du tout. « Contactez Ridley », dit enfin Jonas. J'ai allumé la radio. « Ridley, vous me recevez ?»« Je vous reçois, Triton. Que se passe-t-il là-bas ? Je vois une structure étrange sur la caméra. » La voix de Ridley était vive, pleine d'impatience. « Nous avons trouvé une arche, une très grande. Préparez-vous à sortir. Nous devons prélever des échantillons à la surface des piliers et prendre des mesures à l'intérieur de l'ouverture, » dit Jonas. « À l'intérieur ? Et qu'y a-t-il là-dedans ?»« Il fait noir, » répondit Jonas. « Complètement noir. Les appareils n'indiquent de rien. Tu suivras les instructions à la lettre. Pas d'initiative personnelle. Fixe le câble à l'entrée. Avance de 5 mètres maximum. Prends un échantillon d'eau et reviens. » « Compris. 5 mètres, un échantillon, et on revient. J'y suis déjà, » répondit Ridley. L'image de sa caméra intégrée à son casque apparut sur notre écran. Nous le vîmes quitter le sas du cicada et commencer sa descente. Sa silhouette éclairée par une lampe se rapprochant rapidement de nous à travers l'épaisseur de l'eau. Nous observions son approche dans un silence total, rompu seulement par le bourdonnement des systèmes de notre appareil. Quelque chose n'allait pas. Tout cela n'allait pas. Le sentiment d'inquiétude grandissait à chaque seconde. Ce n'était pas simplement une découverte ancienne, c'était quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Les gravures sur les poteaux ne quittaient pas mon esprit. Des silhouettes au cou allongé et des êtres humains dans leurs mains. Nous n'avions pas simplement découvert des ruines anciennes. Nous avions trouvé un monument laissé par quelqu'un qui ne nous considérait pas comme ses égaux. Et maintenant, l'un d'entre nous s'apprêtait à franchir leur porte. Dans la lumière de nos projecteurs, Ridley semblait petit et fragile devant l'arche gigantesque. Il se déplaçait avec fluidité et professionnalisme. Chacun de ses gestes était calculé. Il s'approcha de notre submersible et son visage, visible à travers la vitre de mon casque, était concentré. Jonas reprit la communication d'une voix calme et neutre. « Ridley, je répète la mission. Premièrement,
prélever un échantillon de roche à la surface du pilier droit. Deuxièmement, fixer le câble de sécurité à l'entrée de l'arche. Troisièmement, pénétrer dans l'ouverture sans descendre à plus de 5 mètres. Quatrième, prélever un échantillon d'eau à l'intérieur. Cinquième, revenir immédiatement. Tout écart par rapport au plan est interdit. En cas de perte de communication ou de situation anormale, retour immédiat. Tu as tout compris? Bien reçu, Jonas. Le plan était clair. Je commence, répondit Ridley. Sa voix à la radio était parfaitement calme, comme s'il s'apprêtait à accomplir une mission d'entraînement ordinaire. Il s'écarta du fuselage de notre appareil et se dirigea vers le pilier droit de la porte. Nous l'observions à travers le hublot principal et suivions l'image de sa caméra embarquée sur l'un des écrans. Il atteignit la surface du pilier et la palpait avec sa main gantée. « La surface est parfaitement lisse », rapporta-t-il, « comme du verre poli, aucune trace d'érosion, aucune excroissance, et très froide. On sent le froid même à travers le gant. » Il sortit ensuite une foreuse portable destinée à prélever des échantillons géologiques. Il la pressa contre la pierre noire et la mit en marche. Nous entendîmes un sifflement aigu dans la radio. La foreuse, fabriquée dans un alliage très résistant, éreinte à peine la surface. De minuscules particules de poussière noire se détachaient de la pierre. Ridley appuya de tout son poids, mais le processus était extrêmement lent. « Ce matériau est incroyablement résistant. Sa densité est hors norme », rapporta-t-il en haletant. Au bout de près de 10 minutes, il parvint à recueillir une infime quantité de poudre noire dans le récipient destiné aux échantillons. Une fois cette tâche accomplie, il n'eut qu'à nager jusqu'à l'entrée de l'arche. La noirceur à l'intérieur de l'ouverture était surnaturelle. La frontière entre l'eau normale et ce qui se trouvait à l'intérieur était nette, précise, comme si quelqu'un avait tracé une ligne au couteau. Ridley fixa l'extrémité du câble de sécurité à un rebord à la base du pilier. Il vérifia ensuite le mousqueton à sa ceinture. Le câble est fixé. Je vérifie la communication et la biométrie. Tout était normal. Pouls à 110. Je me prépare à entrer. Bien reçu, Ridley, dit Jonas. Je compte les marques sur le câble. 5 mètres, puis tu te retires immédiatement. Compris. Nous retenions notre souffle. Sur l'écran qui retransmettait la vue depuis son casque, un rideau noir occupait tout l'espace. Il tendit la main. Ses doigts, gantés d'une épaisse gant, touchèrent la limite noire et disparurent. Pas de splash, pas de vague. Ils avaient simplement disparu. « J'entre », dit-il. Ridley avança lentement. D'abord ses épaules, puis sa tête disparurent dans l'obscurité. Nous vîmes son corps franchir le seuil invisible. C'était comme si un homme entrait dans de la peinture noire. Il était là, et l'obscurité l'avait déjà englouti. Quelques secondes plus tard, il avait complètement disparu. Seul le câble de sécurité tendu, qui partait vers nulle part, indiquait qu'il était là. La caméra fixée sur notre casque ne transmettait qu'un écran noir. Le néant absolu. Aucune donnée. « Ridley, rapport », ordonna Jonas. Pause. Puis nous entendîmes sa voix, légèrement déformée par des interférences. « Je suis à l'intérieur. Il n'y a rien ici. La lampe de mon casque ne fonctionne pas. La lumière du Triton ne pénètre pas ici. Il fait complètement noir. Je ne vois même pas mes mains devant mon visage. » Sa respiration s'accéléra. « De l'eau, si c'est de l'eau, elle est différente, très dense. Il est dit beaucoup plus difficile de se déplacer que d'habitude. Et le froid. Un froid incroyable. Le capteur de température est en panne, mais je le sens à travers l'isolation de ma combinaison. Je n'ai jamais ressenti un froid pareil. » La tension dans notre cabine était à son comble. Elias s'agrippait aux accoudoirs de son siège. Je regardais les indicateurs des systèmes de Ridley sur mon écran. Température, erreur, pression, erreur, profondeur, erreur. Seules ces données biométriques,
était encore transmise. Son poudre était à 135. Ridley, combien de mètres le câble a-t-il parcouru? Demanda Jonas. 2, peut-être 3 mètres. J'avance à peine. La densité est très élevée. Compris. Ne continue pas. Prends un échantillon et reviens. Immédiatement. Bien reçu. Je sors le préleveur. Nous entendions sa respiration haletante et les bruits qu'il faisait en détachant le conteneur. Le silence était oppressant. Nous regardions l'ouverture noire et le câble tendu. Cela semblait durer une éternité. « L'échantillon est prélevé », dit enfin Ridley. « Je reviens. » À ce moment-là, la radio explosa dans un bruit assourdissant. Ce n'était pas le bruit habituel des interférences, c'était un grincement sec, saccadé, mécanique, qui nous boucha les oreilles. Il dura 3 secondes, puis s'arrêta. Le silence fut total. « Ridley !» cria Jonas dans le micro. « Ridley, répondez! Faites-moi un rapport !» Pas de réponse. Seul le sifflement sourd d'un canal vide. « On n'a plus de contact !» m'écriai-je. « Le canal laissé libre, mais il ne répond pas. » Elias regardait son écran, les yeux écarquillés. « Jonas, ces données biométriques, elles ont disparu. Tous les indicateurs ont disparu. Le pouls, la pression, l'oxygène, tout a disparu en 1 seconde, comme si on l'avait simplement déconnecté. Nous avons tous fixé le hublot, les yeux rivés sur la porte. Le câble de sécurité, qui était tendu à l'extrême quelques instants auparavant, s'est relâché. Il ne s'enfonçait plus dans l'obscurité. Il pendait désormais, se balançant lentement dans le courant sous-marin, son extrémité dissimulée dans l'obscurité impénétrable de l'arche. Ridley avait disparu. Il était là, à 3 mètres de nous, et maintenant, il n'était plus là. Il avait disparu. Nous étions assis dans un silence complet. 3 hommes dans une petite capsule, au fond de l'océan, regardant le câble vide qui menait nulle part. Le froid dont parlait Ridley semblait avoir pénétré notre appareil. Je regardais Jonas. Son visage ressemblait à un masque de pierre, mais dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Il appuya à nouveau sur le bouton de transmission. « Ridley, c'est un ordre, répondez !» Silence. Puis, dans l'obscurité derrière la porte, quelque chose commença à bouger. Au début, ce n'était qu'un changement à peine perceptible dans la noirceur absolue. Puis cela devint plus distinct. Des silhouettes émergèrent lentement et silencieusement de l'obscurité. Elles ne flottaient pas. Elles glissaient simplement dans l'eau, sans créer de remous, sans bouger leurs membres. Leur corps était lani de long et mince, et leurs têtes allongées tournaient lentement d'un côté à l'autre. Ils étaient d'un noir absolu, plus noir encore que l'obscurité d'où ils émergeaient, et leurs contours étaient légèrement déformés par la lumière de nos projecteurs, qui passaient à proximité. Ils étaient 5. Lorsqu'ils sortirent complètement de l'arche, des lumières s'allumèrent au centre de leur tête lisse et dépourvue de traits. 2 sur chacune. Des lumières jaunes, régulières, qui ne clignotaient pas et n'éclairaient donc rien autour d'elles. Elles brûlaient simplement, comme 2 pupilles qui nous fixaient depuis les profondeurs. Elles regardaient notre submersible. Nous sommes restés figés, peut-être 2 secondes, peut-être 3. Puis la voix de Jonas a rompu le silence. Il ne criait pas. Il a donné un ordre. Clairement, fort, sans l'ombre d'un doute. « Elias, marche arrière toute, moteur à pleine puissance. Corwin, remontée d'urgence. Videz tous les ballasts, immédiatement. » La mécanicité de l'ordre nous sortit, Elias et moi, de notre torpeur. Elias tira les leviers vers lui. Les moteurs rugirent, la coque du Triton trembla. J'appuyai sur le gros bouton rouge de la purge d'urgence. Il y eut un rugissement assourdissant de l'air comprimé, expulsant l'eau des réservoirs. Notre appareil s'inclina brusquement et commença à remonter. Sur l'écran principal, nous voyions les portes s'éloigner.
Mais l'image de la caméra arrière montrait autre chose. Ils nous suivaient, leur vitesse était incroyable. Ils ne se laissaient bel et pas distancer. 5 silhouettes noires, aux yeux jaunes, s'élevaient dans des profondeurs à la même vitesse que notre appareil, qui filait vers le haut à la limite de ses capacités. Ils ne faisaient aucun effort visible. Ils s'élevaient simplement, en conservant une formation parfaite, les yeux rivés sur nous. « Ils nous poursuivent !» s'écria Elias, la voix brisée. « La vitesse d'ascension augmente. 400 mètres, 350, rapportai-je en regardant le profondimètre. Le fuselage de l'appareil grinçait et gémissait sous l'effet du changement brusque de pression. Les signaux d'alarme hurlaient, inondant la cabine d'une lumière rouge clignotante. Jonas saisit le micro de la radio. « Cicada, ici Triton 7. Nous avons commencé la remontée d'urgence. Je répète, remontée d'urgence. Nous avons perdu Ridley. Nous sommes poursuivis par des objets inconnus. Préparez-vous à une réception d'urgence. » En réponse, la voix confuse de l'opérateur du navire retentit dans le haut-parleur. « Triton, que voulez-vous dire par « poursuivi » ?» Répétez, je ne comprends pas. Vous avez des interférences. Au diable les interférences, rugit Jonas. Préparez-vous, c'est tout. Sur l'écran de la caméra arrière, l'une des silhouettes commença à se rapprocher. Elle se déplaçait plus vite que les autres, se détachant du groupe. Elle ne nageait pas, elle réduisait simplement la distance qui la séparait de nous. Ses yeux jaunes semblaient donc devenir plus brillants. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de notre coque. Nous avons vu qu'elle tendait un long bras mince. Elle n'avait pas de doigts, mais quelque chose qui ressemblait à un cône pointu. « Elle va nous atteindre !» ai-je crié. « 200 mètres, encore un peu !» a répondu Elias. La silhouette a touché notre coque. Nous n'avons pas senti de choc. Il n'y a pas eu de grincement métallique. À la place, un grondement grave a parcouru toute la cabine. Il vibrait dans nos dents, dans nos os. La lumière dans la cabine a clignoté et s'est éteinte pendant 1 seconde, puis s'est rallumée. Toutes les sirènes d'alarme se sont tues, puis ont retenti à nouveau avec une force redoublée. « Une chute de puissance! Quelque chose affecte le réacteur principal !» a rapporté Elias, ses doigts s'agitant sur le panneau de contrôle. J'ai regardé l'écran de la caméra arrière. À l'endroit où la silhouette avait touché le revêtement, le métal s'était illuminé pendant un instant d'une lumière blanche froide et terne. Puis, tout avait disparu. La silhouette s'écarta et ralentit, rejoignant les autres. Il continuait à nous poursuivre, mais ne tentait plus de s'approcher. C'était comme s'il voulait simplement faire quelque chose. Nous marquer. 100 mètres, 50, nous passons le seuil de décompression. Nous avons parcouru les derniers mètres à toute vitesse. La coque trembla une dernière fois. Puis, nous ressentîmes une forte secousse. La lumière du hublot passa du bleu foncé à un blanc aveuglant. Nous avions fait surface. La cabine fut secouée par les vagues. Le rugissement des moteurs et le hurlement des sirènes furent remplacés par le clapotis de l'eau contre la coque. Nous étions en haut. Je détachai ma ceinture et me précipitai vers le hublot. Autour de notre appareil, les hommes du genre Cicada s'affairaient, déjà, préparant les grules de levage. Je regardais l'eau. Elle était claire. Pas de silhouette noire, pas de lumière jaune. Ils ne nous avaient même pas suivis à la surface. Ils étaient en asté restés là, dans les profondeurs. La trappe du Triton s'ouvrit dans un sifflement. Un air frais et salé nous frappa le visage. Nous nous sommes extirpés à l'extérieur, sur le pont du Cicada, titubant sous le choc et le changement brusque de pression. Jonas, Elias et moi étions debout sur le pont, assommés, essayant de reprendre nos esprits. L'équipage du navire nous regardait avec inquiétude et incompréhension. Le capitaine du Cicada courut vers Jonas. « Que s'est-il passé, bon sang? Où était Ridley ?» Jonas le regarda d'un air vide. « Il n'est plus là. » À ce moment-là, les grues
soulevèrent pour le Triton hors de l'eau et le posèrent sur le pont. La corde de sécurité de Ridley était toujours attachée à l'appareil. Elle pendait sur le côté, son extrémité était déchirée. Je m'approchai pour regarder. Le câble n'était ni coupé ni déchiré. Les fibres de polymère ultra résistants à l'extrémité étaient maillas fondues, lissées, comme si elles avaient été touchées par quelque chose d'incroyablement chaud, mais sans laisser de traces de brûlure. Elles s'étaient simplement transformées en un cône lisse. Nous avons regardé cette extrémité fondue du câble et nous avons lentement pris conscience de ce qui s'était passé. Ce n'était pas une attaque, c'était une absorption. Ils n'avaient même pas tué Ridley, ils l'avaient emmené. Et nous, ils nous ont laissé partir. Et maintenant, nous devions expliquer à la société Yamatsumi Industries que nous avions perdu leur équipement d'essai coûteux, leur meilleur plongeur, et que nous avions trouvé au fond de l'océan une porte vers l'enfer. À bord du Cicada, nous avons immédiatement été placés à l'infirmerie. Un médecin, un homme pâle, d'une 50aine d'années, nous a examinés. Il nous a posé les questions habituelles sur notre état de santé, a vérifié nos réflexes et nous a éclairé les yeux avec une lampe torche. Physiquement, nous étions en parfaite santé, à l'exception de légers symptômes de décompression dus à une remontée trop rapide. Mais le médecin voyait bien que ce n'était pas d'ordre physiologique. Il voyait notre regard. Le regard de personnes qui avaient vu quelque chose que ces manuels médicaux ne pouvaient expliquer. Il nous prescrivit un calmant et nous ordonna de nous reposer. Jonas a refusé. En tant que chef du groupe, il devait rédiger un rapport complet. Le capitaine du navire, suivant le protocole, a scellé le Triton 7 et placé l'extrémité brûlée du câble de Ridley dans un conteneur hermétique. Tout l'équipage du Cicada a reçu l'ordre de ne pas entrer en contact avec nous. Nous étions devenus des étrangers sur ce navire. 3 personnes revenues d'un endroit d'où l'on ne revient jamais. Nous étions assis dans la cabine qui nous avait été attribuée. Elias fixait le mur d'un regard vide. Ses mains tremblaient légèrement. Je buvais de l'eau, verre après verre, mais je ne parvenais pas à me débarrasser de l'assèchement de ma bouche. Jonas était assis à la table devant un terminal de communication satellite sécurisé, se préparant à parler avec un représentant de Yamatsumi Industries. 1 heure plus tard, l'appel est arrivé. Le visage d'un homme d'apparence asiatique, d'âge moyen, vêtu d'un costume parfaitement taillé, est apparu à l'écran. Il avait un visage calme, impénétrable, qui n'exprimait rien. Sous son image, on pouvait lire « Monsieur Katsu, directeur du département des développements prometteurs ». Jonas commença son rapport. Il parlait d'une voix calme et méthodique, exposant les faits. Détection d'une anomalie, confirmation visuelle, description de l'arche et des gravures. Décision d'envoyer Ridley. Il avait transmis toutes les données, les cartes du sonar, les vidéos des caméras du Triton, l'enregistrement de la caméra embarquée de Ridley jusqu'au moment où le signal avait été perdu. Il avait décrit tout ce qui s'était passé ensuite, les grésillements dans la radio, la disparition des données biométriques, l'apparition des silhouettes, leur poursuite, leur contact avec l'appareil. Lorsque Jonas eut terminé, le silence régna. Monsieur Katsu resta silencieux pendant environ 1 minute, nous regardant simplement à travers l'écran. Son regard était lourd, inquisiteur. Il finit par parler. Sa voix était aussi dénuée d'émotion que son visage. La perte d'un plongeur est regrettable. Ce fut tout ce qu'il dit à propos de Ridley. Pas de condoléances, pas de questions pour savoir s'il avait eu une chance. Puis, il commença à poser ses questions. Les enregistrements du sonar sont-ils complets? Oui, répondit Jonas. Les vidéos des caméras externes n'ont pas été endommagées lors du contact? Non, tous les systèmes ont été rétablis. Pouvez-vous décrire précisément l'impact de l'objet sur la coque de votre appareil? Jonas décrivit un grondement grave et une panne temporaire des systèmes.
Katsu écouta en hochant légèrement la tête. Il ne demanda pas une seule fois comment nous allions. Il ne s'intéressait pas à notre peur. Seules les données l'intéressaient. « Votre mission est terminée », déclara-t-il. « Mettez immédiatement le cap sur le port de Yokohama. Vous serez accueillis à votre arrivée. Jusque-là, vous devez respecter un silence radio total. Tout contact avec le monde extérieur est interdit. Cela vaut pour tous les membres de l'équipage du Cicada. » Jonas fronça les sourcils. « Que devons-nous faire du corps de Ridley? Nous devons prévenir les autorités. »« Vous n'avez rien à dire, » l'interrompit Katsu. « Ridley était employé par notre société pendant la durée de ce contrat. Yamatsumi Industries se chargera de toutes les questions juridiques, y compris la notification à la famille et le versement d'une indemnité. Pour toutes les instances officielles, il a disparu sans laisser de traces lors d'un accident survenu lors de travaux en eau profonde. La cause est une activité sismique imprévisible. »« Mais ce n'est pas vrai, » protesta Jonas. « Nous avons été attaqués. Il y a quelque chose là-bas, en bas. »« Il n'y a rien là-bas, à part une faille dans le fond marin, » dit Katsu d'un ton glacial. « Ce que vous avez vu était dû au stress, au manque d'oxygène à grande profondeur et à des défaillances techniques de l'équipement après une remontée brutale. Une hallucination collective. À votre arrivée au port, Jonas, Corwin et Elias, vous signerez des documents supplémentaires de confidentialité. Votre accord actuel implique déjà une confidentialité totale, mais nous voulons nous assurer que vous comprenez bien la gravité de la situation. Toute tentative de diffusion de ces informations erronées aura pour vous les conséquences juridiques et financières les plus sévères. Est-ce clair? » Nous restions silencieux, abasourdis. Il ne se contentait pas de cacher la vérité. Il l'effaçait. Il voulait nous faire croire que cela n'avait jamais existé. « Est-ce clair ?» répéta Katsu en élevant légèrement la voix. « Oui, » a fini par dire Jonas. « Très bien. Votre rémunération, y compris une prime importante pour les difficultés rencontrées et la résiliation anticipée du contrat, sera versée sur vos comptes après la signature des documents. Yamatsumi Industries apprécie ses sous-traitants et votre silence. Fin de la communication. » L'écran s'est éteint. Le trajet jusqu'à Yokohama dura 3 jours. 3 jours de silence absolu. Nous 3 ne parlions presque pas. Chacun était plongé dans son propre cauchemar. Je ne pouvais pas dormir. Dès que je fermais les yeux, je voyais une noirceur impénétrable et 2 lumières jaunes qui me fixaient. J'ai commencé à avoir froid. Un froid constant, intérieur, qui ne disparaissait même pas sous une douche chaude. Parfois, du coin de l'œil, je croyais voir du mouvement dans les coins sombres de la cabine. Une ombre longue et fine qui disparaissait dès que je me retournais. Je savais que c'était juste les nerfs. Mais le savoir ne m'aidait pas. Au port, nous n'avons pas été accueillis par des représentants officiels, mais par 3 personnes discrètes vêtues de costumes civils coûteux. Elles ne se sont pas présentées. Elles nous ont séparés et conduits dans des voitures différentes. On m'a emmené dans un immeuble administratif anonyme et conduit dans une salle de négociation sans fenêtre. Sur la table se trouvait un épais dossier contenant des documents. L'homme qui m'accompagnait m'a montré le dossier sans un mot. J'ai passé 1 heure à lire des formulations juridiques. Le message était clair. Si je parlais à qui que ce soit des portes, des silhouettes, de Ridley, la société me détruirait. Il prendrait tout mon argent, ma réputation, ma liberté. J'ai signé. Je n'avais pas le choix. Ils ont pris mon journal de travail, toutes mes clés USB, même mon téléphone personnel, et m'ont donné en échange un nouveau téléphone scellé dans une boîte. Puis, le même homme silencieux m'a raccompagné jusqu'à la sortie et m'a laissé dans la rue. Une somme énorme a effectivement été versée sur mon compte. J'étais plus riche que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'ai pris une chambre dans un hôtel de luxe, mais le confort ne m'apportait aucun réconfort.
J'étais seul. Ils m'avaient ni racheté. Ils n'avaient même pas essayé de me tuer. Ils avaient simplement rendu ma vérité si toxique que je ne pourrais jamais la partager avec qui que ce soit. Ils l'avaient enfermée à l'intérieur de moi. Le soir, je me tenais dans la salle de bain devant un grand miroir. Je regardais mon reflet, mon visage fatigué, les cernes sous mes yeux. Et pendant un bref instant, une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que mes yeux brillaient d'une lueur jaune dans la pénombre. J'ai sursauté et j'ai allumé la lumière. Rien. Des yeux normaux. Juste un jeu d'ombre et de lumière. Juste de la fatigue. Ça devait être juste de la fatigue. Je suis parti du Japon une semaine plus tard. J'ai essayé de vivre comme avant, mais c'était impossible. L'argent que Yamatsumi Industries m'avait versé était sur mon compte, mais il ne me procurait aucune joie. J'ai voyagé. Paris, Rome, New York. J'ai essayé de me perdre dans la foule, d'étouffer le silence intérieur avec le bruit des grandes villes. Cela n'a pas aidé. Le monde avait changé. Ou c'était moi qui avais changé. J'avais constamment froid. Un froid profond qui me glaçait les os et qui ne disparaissait ni sous le soleil brûlant, ni près de la cheminée. J'ai commencé à éviter la lumière vive. Les journées ensoleillées me provoquaient une irritation sourde, une douleur dans les yeux. Je me sentais plus à l'aise au crépuscule, dans la pénombre des chambres d'hôtel, dans le silence de la nuit. Mais les rêves devenaient de plus en plus étranges. Les cauchemars aux yeux jaunes ont fait place à autre chose. Je rêvais que j'étais de nouveau là, dans les profondeurs. Je nageais dans une obscurité épaisse et huileuse à l'intérieur de la porte. Mais dans mon rêve, cela ne me faisait pas peur. Au contraire, je ressentais une paix intérieure. J'avais l'impression d'être de retour chez moi. Je me réveillais en sueur, effrayé non pas par le rêve, mais par le soulagement qu'il m'apportait. Des changements physiques ont également commencé à apparaître. Au début, je les ai attribués au stress, mais ils sont devenus de plus en plus évidents. Mon ouïe s'est affinée. J'ai commencé à entendre le bourdonnement grave des infrastructures urbaines, le courant dans les câbles, les vibrations du métro sous terre, comme une mélodie distincte et agaçante. Ma vision dans l'obscurité s'est améliorée de manière incroyable. Je pouvais facilement m'orienter dans une pièce où une personne normale aurait été plongée dans le noir le plus total. L'eau ordinaire me dégoûtait. Elle me semblait insipide, vide. La boire revenait à boire du vide distillé. Je ne ressentais presque plus la soif. Ma peau était plus sèche, plus pâle. Un jour, 3 mois après mon retour, j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter cela. Je devais savoir si les autres vivaient dans la même chose. Je devais retrouver Jonas et Elias. J'ai décidé de commencer par Elias. C'était le plus jeune, le plus impressionnable. J'ai passé plusieurs jours et dépensé une partie de l'argent de l'entreprise pour engager un détective privé afin de le retrouver. La réponse est arrivée 1 semaine plus tard et elle a été brève. Elias était de mort. 1 mois après notre retour du Japon. Sa voiture avait été retrouvée au fond d'un lac dans son état natal. La police avait conclu à un accident. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule sur une route nocturne. Mais le rapport contenait un détail qui m'a glacé le sang. Il n'y avait pas d'eau dans les poumons d'Elias. Il ne s'était pas noyé. Le médecin légiste a conclu que son cœur s'était arrêté avant même que la voiture ne touche l'eau. La cause du arrêt cardiaque n'a pas été déterminée. La nouvelle de la mort d'Elias m'a terrifié. Ce n'était pas un accident. Je devais retrouver Jonas. Les recherches ont duré plus d'1 mois. Il semblait avoir disparu. Il avait changé de nom, vendu tous ses biens. Mais j'ai fini par le retrouver. Il vivait dans une petite maison au nord de la Norvège, loin de tout, au bord d'un fjord glacial. Je suis arrivé sans prévenir. Quand il m'a ouvert la porte, je l'ai à peine reconnu. Il avait beaucoup maigri, il était émacié, ses yeux brillaient fiévreusement. Mais le plus étrange, c'était que toute sa maison était inondée de lumière.
Des dizaines de lampes, de projecteurs, de guirlandes lumineuses brillaient partout, alors qu'il faisait jour dehors. Il ne m'a pas laissé entrer tout de suite. Il me regardait avec suspicion, avec crainte. « Que veux-tu » m'a-t-il demandé. « Parlez » ai-je répondu. « De ce qui s'est passé. Il m'arrive des choses étranges. » Il a hésité, mais a fini par s'écarter pour me laisser rentrer. Il faisait chaud dans la maison à cause des lampes allumées. Jonas ne m'a pas proposé de m'asseoir. Il restait debout au milieu de la pièce, à distance. « Je sais pour Elias » ai-je dit. Jonas a sursauté. Il était faible, il ne s'est pas battu. Se battre contre quoi? Ai-je demandé avant de commencer mon récit. Du froid, des rêves, de ma perception changée, de mon dégoût de l'eau. Pendant que je parlais, l'expression de peur sur son visage fit place à une sombre reconnaissance. Il écoutait en silence, acquiesçant. « Ce ne sont pas des hallucinations », dit-il quand j'eus terminé. « Et ce n'est pas un syndrome post-traumatique. C'est réel. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda la lumière vive à l'extérieur. Ils ne nous ont pas simplement laissé partir. Tu te souviens quand l'une de ces créatures a touché le Triton? Ils n'ont pas essayé de nous détruire. Ils nous ont marqués ou contaminés, comme un virus. Mais celui-ci ne change pas les cellules. Il change l'eau à l'intérieur de nous. Près de 70% de notre corps est composé d'eau. Il la transforme en ce qui se trouve là-bas, dans les portes. Mon cœur s'est arrêté. Cela expliquait tout. Le froid, la densité, l'absence de soif. Mais pourquoi? Ai-je murmuré. Je ne sais pas, a répondu Jonas. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai engagé des gens pour pirater les serveurs internes de Yamatsumi. Cette expédition n'était pas le fruit du hasard. Le tremblement de terre leur a simplement fourni un prétexte. Ils connaissaient l'existence de la porte. Ils la cherchaient. Nous n'étions que du bétail pour eux. Des cobayes envoyés dans une cage pour voir ce qui allait se passer. Il rit nerveusement. Et voilà le résultat. Maintenant, cette saleté est en nous. Elle grandit, elle nous change. Je lutte contre elle. La lumière vive, semble ralentir le processus. Et le silence. Je ne supporte pas le silence. Dans le silence, j'entends un appel. Il vient des profondeurs. Il m'appelle chez moi. Je compris pourquoi il était là, dans un endroit où le soleil brille 6 mois par an. Je compris pourquoi il avait peur de l'obscurité. Il luttait. Et moi, j'évitais le soleil. Je recherchais le silence. J'aidais inconsciemment ce processus. « Que devons-nous faire » demandai-je. « Toi, je ne sais pas » répondit Jonas sèchement. « Moi, je vais me battre. Pars, je ne veux pas te voir. Tu me rappelles ce que je peux devenir. » Il m'a montré la porte. Ses yeux étaient remplis de panique. Il ne voyait pas en moi un vieil ami, mais un symptôme de sa maladie. Je suis parti sans dire un mot. Je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté sa maison baignée de lumière. Les mots de Jonas tournaient dans ma tête. Il change l'eau qui est en nous. Je me suis arrêté dans un café au bord de la route et j'ai commandé un verre d'eau. Je l'ai regardé longuement. Ce liquide transparent et pur, mais je ne voyais plus de l'eau. Je voyais un champ de bataille. Je regardais mes mains, les veines bleues sous ma peau pâle. Ce n'était plus mon sang qui coulait. C'était autre chose. Lentement mais sûrement, la profondeur que je fuyais germait en moi. Le processus était enclenché, et je compris que cette histoire ne se terminerait pas par ma mort. La fin serait qu'il ne resterait plus rien de moi. Je ne suis pas retourné à ma vie d'avant. Après ma rencontre avec Jonas, j'ai compris qu'elle n'existait plus. Sa peur, son combat désespéré et condamné contre la lumière et le silence m'ont montré l'une des voies possibles. La mort d'Elias en était une autre. Je ne voulais aucune des deux. J'ai passé plusieurs semaines dans la solitude, dans une chambre d'hôtel bon marché sur la côte, à regarder la mer grise et froide.
Je ne regardais pas seulement la mer, je me regardais moi-même. Les changements s'accéléraient. J'ai presque cessé de manger. La nourriture me semblait sèche et insipide, comme de la cendre. Ma soif avait complètement disparu. Ma peau était devenue encore plus pâle, avec une teinte grisâtre. Je pouvais rester assis dans le noir pendant des heures, sans ressentir la moindre gêne au niveau des yeux. Le monde des hommes, le monde de la chaleur et de la lumière, me devenait de plus en plus étranger, irritant, anormal. J'ai moi aussi commencé à entendre l'appel dont parlait Jonas, mais il ne m'effrayait pas. Dans le silence profond de la nuit, je le percevais comme une vibration faible et lointaine, comme une promesse de paix. J'ai compris que Jonas s'était trompé. On ne pouvait pas lutter contre cela. C'était comme essayer d'arrêter la marée, mais on pouvait choisir comment affronter la vague, en essayant de rester debout jusqu'à ce qu'elle vous brise, ou en faisant un pas vers elle. J'ai pris ma décision. Je n'allais pas attendre que la transformation s'achève ici, dans ce monde qui m'était étranger. Si je devais changer, je le ferais là où tout avait commencé. Je retournerais à la porte. Cette décision m'a apporté la clarté. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir un but. Je me suis mis à agir, méthodiquement et calmement. J'ai utilisé l'argent de Yamatsumi Industries contre eux. J'ai engagé un courtier maritime par l'intermédiaire de sociétés écrans et j'ai acheté un petit navire fiable, capable de longues traversées en autonomie. Puis, par le biais d'une autre chaîne d'intermédiaires, j'ai commandé la fabrication d'un appareil monoplace pour eau profonde, conçu pour des profondeurs extrêmes. J'ai apporté mes propres modifications à sa conception en supprimant tout ce qui était superflu, les manipulateurs, l'équipement scientifique. Je n'avais besoin que d'une capsule solide avec des moteurs puissants et un bon système de survie. Bien que ce dernier était déjà plutôt une habitude, la préparation a pris près d'1 an. Pendant ce temps, j'ai définitivement rompu tous les liens avec mon passé. Pour le monde, j'avais tout simplement disparu. Je ne dormais presque pas, passant tout mon temps à étudier des cartes, à faire des calculs et à superviser la construction de mon appareil. Je sentais que je changeais, mais cela ne m'effrayait plus. C'était simplement un fait. Mon corps devenait de plus en plus efficace pour survivre dans le froid et l'obscurité. Et voilà qu'1 an après ma conversation avec Jonas, j'étais prêt. J'ai quitté seul mon petit port privé en Amérique du Sud et mis le cap au nord-ouest, vers ce point précis de l'océan Pacifique dont les coordonnées étaient gravées à jamais dans ma mémoire. La traversée de l'océan fut longue. Je passais la plupart de mon temps dans ma cabine sombre, ne sortant sur le pont que pour corriger le cap. Le bruit des vagues, les cris des oiseaux, la lumière du soleil, tout cela m'était devenu étranger et désagréable. Je ne me sentais à l'aise que dans le silence et la pénombre, seul avec le ronronnement régulier des moteurs et le froid qui était devenu mon essence même. Enfin, je suis arrivé à destination. Le navigateur indiquait que j'étais exactement au-dessus de ma cible. Je regardais l'écran du sonar. Il était moins puissant que celui du Triton, mais je la vis quand même. Une anomalie parfaite, surnaturelle, au fond de l'eau. Une arche. La porte m'attendait. J'enfilai ma combinaison de plongée profonde et vérifiai les systèmes de mon petit bathyscaphe. Puis je commençai la descente. Mètre après mètre, je descendais dans l'obscurité. La pression augmentait. La température à l'extérieur tombait à presque 0. Mais je ne ressentais aucune gêne. Au contraire, à chaque centaine de mètres de profondeur, je sentais le monde s'harmoniser avec moi. La pression de l'eau à l'extérieur équilibrait la pression à l'intérieur de moi. Le froid de l'océan se confondait avec mon froid intérieur. J'étais chez moi. À 800 mètres de profondeur, les faisceaux de mes projecteurs ont fait surgir de l'obscurité un paysage familier. Le fond marin ravagé par le tremblement de terre. Et eux, les portes. Elles étaient aussi majestueuses et étranges que la première fois.
La pierre noire absorbait la lumière, et dans l'embrasure, un noir absolu et attirant béait. J'ai dirigé mon appareil directement vers l'arche. Je ne ressentais aucune peur, seulement une calme détermination. Lorsque je me suis approché, des silhouettes familières ont commencé à apparaître dans l'obscurité à l'intérieur de la porte. Lentement, doucement, elles ont nagé vers moi. 5 silhouettes élancées. Des lumières jaunes tranquilles s'allumèrent sur leurs têtes allongées. Elles ne montraient aucune agressivité. Elles s'arrêtèrent à quelques mètres de moi, comme si elles attendaient. Elles ne m'appelaient même pas. Elles étaient simplement là. Je compris qu'elles sentaient ma présence autant que je sentais la leur. J'arrêtai l'appareil juste devant l'entrée de l'arche. Je regardais ces silhouettes, leurs corps inhumains et leurs yeux calmes et éternels. Je n'étais pas leur victime, j'étais leur résultat. Je posai la main sur le levier de dépressurisation. C'était la dernière étape. Je la franchis sans hésiter. Dans un rugissement assourdissant et un grincement, le corps de mon appareil ne résista pas à la pression. L'eau s'engouffra à l'intérieur. Des milliers de tonnes d'eau glacée, capables d'écraser l'acier, s'abattirent sur moi. Mais je ne ressentis aucune douleur. La substance froide et dense qui coulait dans mes veines rencontra l'océan comme une égale. Je détachai mes sangles et sortis de la capsule déformée. Je nageais vers eux, sans appareil, sans combinaison, juste mon corps dans l'eau. Les silhouettes noires s'écartèrent pour me laisser passer. Je franchis la frontière invisible des portes et pénétrai dans une obscurité dense et apaisante. Le monde du son, de la lumière et de la chaleur disparut définitivement. Il ne resta que le calme et le sentiment d'être de retour